Au sommaire de cette édition, la coalition Arc-en-Ciel était face à la presse ce lundi. Il s'agit pour eux de faire le point des actions déjà menées, réfléchir aux perspectives. Et puis la polémique gronde en Italie au lendemain de la mort d'une vingtaine de migrants. Bonsoir et bienvenue à tous. Après 18 mois de combat politique, la coalition Arc-en-Ciel revisite les grandes lignes des actions menées depuis le regroupement des partis. Les membres de cette coalition étaient ce jour devant la presse. Ils ont de nouveau lancé un appel à l'unité de l'opposition. Dieudonné Seono. La coalition Arc-en-Ciel de nouveau devant les journalistes ce lundi. Bilan des activités après 18 mois de combat politique, vision et perspective. Voilà qui était au menu de ce point de presse. Jusque-là, le regroupement de partis s'abstient de parler d'un résultat succinct de ces activités. Nous disons que l'essentiel aujourd'hui n'est pas de compter les jours. L'action que nous menons s'inscrit dans la durée. Et le jour où on verra ce peuple-là heureux et content de ces institutions, qui se retrouvaient dans le gouvernement qui le gouverne, satisfait au plan social et économique, la coalition Arc-en-Ciel peut dire que bon voilà, la mission a été accomplie. Nous continuons toujours d'appeler à l'unité d'action de l'opposition et nous y travaillons. Après plus d'un an, ce bloc de l'opposition réaffirme son engagement politique pour l'atteinte de ses objectifs. Nous avons la ferme volonté de bâtir une alternative crédible au sein des forces démocratiques pour réaliser l'alternance en engageant résolument le Togo dans une transition inclusive vers la démocratie et le développement. Et les défis sont, selon les responsables de la coalition, non négligeables. La question des réformes et les élections locales. Et là, Arc-en-Ciel affiche sans ambiguïté sa position. Le système de délégation spéciale dont abuse le pouvoir depuis plusieurs décennies est une grossière aberration et un véritable frein au développement de notre pays. C'est pourquoi la coalition Arc-en-Ciel exige du gouvernement qu'il prenne les dispositions qui s'imposent en vue d'organiser les élections locales au plus tard fin juin 2014. 5 qu'ils étaient au sein de ce bloc de l'opposition, la famille s'est agrandie d'un parti politique depuis déjà une semaine, et ceci pour la santé de la coalition peut-être. À la fin de ce point de presse, la coordination de la coalition a changé de tête. C'est lui, Kagbara Bassabi, qui devient le nouveau coordonnateur après Traoré Tchassona. Une nouvelle association de patrons de presse a été lancée ce lundi. Il s'agit du patronat de la presse togolaise. Les membres de cette association entendent redorer le blason de la presse privée togolaise. Faire de la presse privée togolaise une presse libre et économiquement forte, c'est ce qui a motivé la création le 10 janvier dernier du patronat de la presse togolaise, une organisation qui a été présentée à la presse ce lundi. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent à la presse togolaise. Ces problèmes sont inhérents à la question de la messagerie, les problèmes de la publicité, les problèmes de formation des journalistes et le problème de la couverture même des différents événements par la presse privée togolaise. Donc nous pensons qu'il est temps que nous nous organisions pour poser réellement les problèmes, pour trouver des solutions à ces problèmes, pour permettre quand même au Togo, ou bien à nous les patrons de presse, d'avoir une presse écrite, des radios et télévisions économiquement fortes et des organes de presse très viables. Une nouvelle association de patrons de presse qui entend se donner les moyens pour véritablement défendre les intérêts de la presse privée togolaise. Depuis 1990, que la presse privée a commencé à exister au Togo, il n'y a pas eu d'études. Donc nous pensons que c'est cette étude-là que nous devons faire pour mieux cerner les problèmes qui se posent à la presse togolaise. C'est après cette étude maintenant que nous avons commencé à aborder les approches de solutions. Donc il y a le problème de la messagerie, il y a le problème même de la convention collective, parce qu'il est anormal que les journalistes, c'est-à-dire que les gens qui font de nous des patrons, n'aient rien du tout, soient très mal payés et qu'ils soient obligés de traîner, d'aller d'une conférence de presse à une conférence de presse pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc c'est à nous
de le faire. C'est à nous, les patrons, de donner le là, de donner l'exemple que nous voulons effectivement que la presse privée togolaise soit une presse responsable, digne de ce nom. Notons que le patronat de la presse togolaise se dit ouvert, peut être membre tout patron de presse qui respecte les conditions préfixées. Parlons à présent de ce spectacle de danse chorégraphique organisé par l'ambassade des États-Unis, un spectacle riche en couleurs qui a marqué la commémoration du mois de l'histoire des Afro-Américains. Albertine Adé. C'est dans le cadre de la commémoration du mois de l'histoire des Africains américains que l'ambassade des États-Unis au Togo a organisé le 14 février dernier un spectacle chorégraphique à Lomé. Chaque année à cette période, des activités sont organisées à cette date pour célébrer ce brassage culturel. Très fier de voir sponsorisé. Il y avait deux danseuses américaines merveilleuses. Mais le talent des Togolais, c'était remarquable. Je n'avais aucune idée jusqu'à j'ai vu ça. Le prouesse de vos danseurs ici. C'était superbe et je pense que tout le monde a bien aimé. Le mois de février est toujours le mois d'histoire des Africains-Américains. Et on aime bien chaque année amener quelques groupes ici, les artistes, pour montrer un peu la culture américaine et surtout la contribution des Africains-Américains. Plusieurs groupes chorégraphiques ont pris part à ce spectacle. Et pour l'occasion, deux danseuses chorégraphes américaines, Nicolas Ayoub et Asha Thomas, ont été spécialement invitées. Ces dernières ont apprécié la collaboration avec les groupes chorégraphiques togolais. On avait seulement 3 jours, mais on pense que les élèves étaient extrêmement motivés, investis. C'était un plaisir aussi de voir leur travail à eux aussi, pour voir comment eux ils dansent ici, comment ils chorégraphient des danses. Mais c'était un plaisir, c'était très court, c'était qu'un début et on espère de revenir pour faire plus avec eux. Voilà, c'était un moment de partage. C'est dans ce brassage culturel qu'émergent de grands talents. Chaque groupe chorégraphique présent a eu à apprendre davantage l'un de l'autre et le mixage de la culture américaine à celle africaine au cours de cette activité marquant le mois de l'histoire des Africains américains a été une fois encore une réussite pour les organisateurs, un espoir pour les générations futures. Hors de nos frontières, 11 mineurs ont été sortis hier d'une mine d'or illégale dans la banlieue de Johannesburg en Afrique du Sud où ils avaient été piégés. Certains ont préféré rester à l'intérieur de la mine que d'être secourus. Rester bloqué sous terre plutôt qu'être secouru puis arrêté pour travail clandestin. C'est le choix qu'auraient fait des mineurs pris au piège depuis samedi dans une mine d'or illégale de la banlieue de Johannesburg en Afrique du Sud. Certains d'entre eux auraient pu sortir pendant la nuit d'après la police qui ignorait le nombre de personnes toujours sous terre. C'était un puits fermé, affirme ce responsable des services de gestion des catastrophes. Il a été fermé avec des dalles de béton pour empêcher les gens d'entrer, mais ils ont dû creuser un autre trou sur le côté. 11 mineurs ont été secourus dimanche. Ils étaient toujours au commissariat ce lundi matin, en attendant d'être déférés au juge pour activité minière illégale, a précisé la police. Les travailleurs illégaux sont souvent des anciens mineurs ou des chômeurs. Certains travaillent parfois plusieurs mois sans aération au fond des mines. La révolution libyenne a 3 ans, une révolution qui a entraîné la chute de Mouammar Kadhafi. 3 ans après, le pays est secoué par les violences et par l'instabilité. Afin de remédier à cela, les parlementaires ont décidé de nouvelles élections. Les parlementaires libyens sont enfin parvenus à un consensus sur des élections anticipées pour désigner des nouvelles autorités de transition. Des nouvelles élections qui devraient remplacer l'actuel Congrès par un Parlement. Ce vote est censé en conséquence faire avancer la transition vers la démocratie. Les travaux électoraux vont bon train. Les élections ont commencé à l'étranger le 15 février 2014 et se poursuivent jusqu'au 17 février dans 13 pays. La commission se prépare pour les élections à l'intérieur du pays le 20 février prochain. Ces nouvelles élections pourraient donc provoquer un changement de rapport de force entre les différents acteurs politiques. Le Congrès avait décidé de prolonger son mandat jusqu'en décembre 2014, malgré l'opposition d'une grande partie de la population qui critique justement son incapacité à rétablir l'ordre et à mettre fin à l'anarchie. Nous préférons ne pas avoir les mêmes personnes que celles du Congrès.
Beaucoup vivaient à l'étranger et n'ont pas vécu la souffrance du peuple. C'est pourquoi nous voulons des gens qui vivent avec nous dans ce pays. La Constitution est la même pour tout le monde. Elle doit s'appliquer à moi, le pauvre homme, tout comme elle s'applique au président du pays. Si la Constitution stipule qu'il doit rester au pouvoir pour une période donnée, qu'il reste. Si elle déclare qu'il est temps pour lui de partir, il doit partir. La réussite de ce consensus sera-t-elle une victoire ? Les habitants espèrent en tout cas qu'il permettra justement de sortir au plus vite de l'instabilité politique et du marasme économico-social dans lequel ils se trouvent confrontés depuis la chute du régime de Muammar el-Kadhafi. Comment attirer plus d'investisseurs en France? Quels sont les atouts et les inconvénients d'un investissement dans ce pays? C'est à ces questions que le président français souhaite répondre en convoquant ce lundi une trentaine de patrons de groupes internationaux. Les employés qualifiés et productifs, voici l'un des plus grands avantages de l'économie française, selon les investisseurs étrangers. En moyenne par heure travaillée, un Français produit 45,40 €, c'est plus qu'un Allemand ou un Espagnol. Autre atout que compte l'Hexagone, la qualité des services publics tels que les hôpitaux, les écoles et les transports. Sans compter les entreprises françaises du CAC 40 qui brillent au niveau mondial. Ou encore l'existence de centres de recherche permettant à la France d'occuper une bonne place dans la compétition européenne. Mais les patrons étrangers dénombrent aussi des faiblesses. Parmi elles, la pression fiscale, toujours plus forte. Le taux de prélèvement obligatoire est ainsi l'un des plus élevés d'Europe, tout comme le coût du travail qui pèse sur les charges des entreprises. Les conflits sociaux, la multiplication des lois ces dernières années font également peur aux investisseurs internationaux. Scandale de pédophilie en Allemagne pour avoir entravé une enquête qui concerne Sébastien Dati. Le ministre de l'Agriculture a été sommé de démissionner. La première crise du nouveau gouvernement Merkel. La grande coalition de la chancelière allemande est en danger après l'explosion d'une affaire de pédophilie impliquant un ancien député du SPD. Accusé d'avoir trahi le secret de l'enquête, le ministre de l'Agriculture a démissionné. Il a, ce lundi, été remplacé. Les libéraux ont-ils cherché à protéger l'un des leurs? C'est ce que dit à mi-mot l'opposition. C'est une crise compliquée pour la coalition qui implique SPD et CSU, estime Simone Peter des Verts. Et la question qui se pose, c'est de savoir jusqu'où la grande coalition ou la politique peuvent profiter de l'état de droit. C'est à Madame Merkel d'agir maintenant. En informant le SPD d'une enquête internationale de pédophilie visant un de ses membres, Hans-Peter Friedrich, à droite sur ces images, a peut-être permis à ce dernier de se protéger en détruisant le disque dur de son ordinateur. Le président de l'Union chrétienne sociale, Horst Seehofer, a pour sa part demandé des explications aux dirigeants du SPD. Sébastien Dati, 44 ans, spécialiste des sujets de sécurité intérieure, a été réélu député en septembre dernier. Il est soupçonné d'avoir téléchargé des vidéos et des photos montrant des garçons nus de 9 à 13 ans. Il y a 10 jours, il a annoncé sa démission pour raison médicale. La suite de cette édition, les circonstances du détournement cette nuit de l'avion reliant Addis Abeba à Rome se précisent. Le vol d'Ethiopian Airlines a dû atterrir à Genève avec ses 200 passagers et membres d'équipage, tous sains et saufs. Le pirate a été démasqué. Il s'agirait du copilote. Détourner un avion pour demander l'asile politique, c'est le pari insensé qu'a fait le copilote de cet appareil d'Ethiopian Airlines après avoir subtilisé les commandes à son commandant et fait atterrir l'avion à Genève. Tous les passagers du Boeing 767 qui ralliait Addis Abeba à Rome ont été évacués et le pirate a quitté le cockpit en descendant par une corde avant de se rendre à la police. Le copilote pirate est né en 1983. Il est d'origine éthiopienne. Son acte est motivé par le fait qu'il dit se sentir menacé dans son pays et vouloir déposer une demande d'asile en Suisse. L'enquête tentera justement de dire pourquoi le pirate de l'air n'a pas simplement pensé à déposer une vraie demande d'asile à son arrivée en Italie. Pour le procureur de Genève, il s'agit techniquement d'une prise d'otage. Le copilote encourt ainsi jusqu'à... C'est le plus jeune chef des chefs du gouvernement que l'Italie ait connu. Matteo Renzi a été nommé par le président de la République ce lundi. Il promet de l'enthousiasme et de l'énergie pour reformer son pays.
En Italie, comme prévu, Matteo Renzi a été chargé ce lundi de former le nouveau gouvernement. Le maire de Florence, âgé de 39 ans, a exposé le calendrier de son action. Une réforme électorale présentée d'ici la fin du mois, une réforme du marché du travail en mars et une de la fiscalité en mai. J'ai remercié le président de la République et je lui ai assuré que je mettrai toute la force et l'énergie possible dans cette tâche difficile. Demain, on commencera les consultations officielles, a déclaré Matteo Renzi après une entrevue d'1h30 avec le chef de l'État Giorgio Napolitano. Renzi succède à Enrico Letta, issu comme lui du Parti démocrate. Il a obtenu sa démission vendredi. Pour former son gouvernement, Renzi devra vraisemblablement parvenir à un accord avec le nouveau centre droit, la petite formation d'Angelino Alfano regroupant des dissidents de la droite berlusconienne. Direction l'Espagne, où la récente mort de 14 migrants qui tentaient de rejoindre l'enclave espagnole à la nage a suscité l'émoi et de vives polémiques. Les membres de la garde civile sont pointés du doigt. En faisant usage de balles en caoutchouc pour décourager les migrants, la garde civile espagnole est-elle responsable de la noyade d'au moins 15 d'entre eux? La polémique enfle en Espagne. L'opposition monte au créneau et demande la démission des principaux responsables. C'est un acte inconcevable dans un pays comme l'Espagne. Un gouvernement digne de ce nom aurait déjà limogé le directeur général de la garde civile et le représentant local du gouvernement central. En fin de semaine dernière, le ministre de l'Intérieur espagnol répondait aux critiques devant les députés, reconnaissant l'usage de matériel anti-émeute, précisant que les tirs ne visaient pas directement les personnes. Le comportement agressif des migrants est mis en avant par le ministère de l'Intérieur. Il s'appuie pour cela sur les images de vidéosurveillance tournées quelques instants avant le drame. L'opposition et plusieurs ONG demandent la publication de l'ensemble des documents. Le gouvernement tente d'élargir le débat. Le problème ne sera pas résolu par la démagogie. Il sera résolu par une politique européenne commune qui doit être attentive aux frontières de l'Europe avec l'Afrique, à Ceuta et Melilla. Ceuta et Melilla, deux enclaves espagnoles en territoire marocain, les seules frontières terrestres entre l'Europe et l'Afrique. Depuis ces 2 dernières années, les tentatives de passage y sont de plus en plus fréquentes. En 2013, près de 1700 clandestins ont été interceptés. La tension toujours palpable au Venezuela. 2 semaines après le début des manifestations des étudiants, le président Maduro s'y voit la main de l'opposition et de la communauté internationale. Ceux qui veulent manifester de façon agressive, dégagez! Pour ces étudiants, après la mort mercredi de 3 manifestants tués par balle par des motards, l'objectif aujourd'hui, éviter tout débordement. Depuis 2 semaines, ces étudiants dénoncent l'incapacité du pouvoir à juguler inflation, pénurie et insécurité à travers le pays. Mais pour le gouvernement Maduro, derrière ces manifestations et la violence des derniers jours, il y a la main de l'opposition qui l'accuse de préparer un coup d'État. En conférence de presse, il en veut pour preuve des messages postés sur Twitter. On va te tuer, Nicolas Maduro, dictateur déchu, bientôt ton heure va venir, connard, demeurez. Voilà, c'est ça. C'est ça que nous devons affronter. Ce n'est pas une opposition, une manifestation de quelques étudiants. Non, c'est bien le début d'une crise politique pour arriver à un coup d'État à travers la violence. Séance d'explication aussi sur l'expulsion de 3 agents consulaires américains après la condamnation des violences par Washington. On a dit au département d'État américain que je n'accepte pas la menace de qui que ce soit dans le monde. Tolérance zéro aussi pour les critiques de Leopoldo López, chef du parti de centre-droit Volonté Populaire, qui tweet ici « Je te le dis Maduro, tu es un lâche ». Accusé d'incitation à la violence, il est au cœur d'une chasse à l'homme. La nuit dernière, des policiers ont perquisitionné ses résidences, en vain. Et c'est depuis un endroit tenu secret dans une vidéo que l'homme s'est manifesté. Je n'ai rien à craindre, je n'ai commis aucun crime. Je suis un Vénézuélien qui a toujours œuvré pour notre pays, pour notre peuple, pour la Constitution et notre futur. Leopoldo López, qui se dit persécuté, assure qu'il se rendra après une dernière manifestation prévue ce mardi.
Dernier élément de cette édition, le rapport d'une commission d'enquête des Nations Unies diffusé ce jour évoque des violations des droits de l'homme en Corée du Nord. Le pays est accusé de crimes contre l'humanité. La commission de l'ONU qui enquête avait dû interroger les prisonniers nord-coréens qui ont fui le pays pour avoir ces éléments. La Corée du Nord qui célèbre aujourd'hui l'anniversaire du défunt Kim Jong-il. Pas une question à poser ici, mais toutes ces femmes et ces hommes nord-coréens sont-ils contents d'être là, d'être obligés comme ce dimanche d'aller rendre hommage à Kim Jong-il, mort en 2011, pour son 72e anniversaire? La peine s'applique aussi aux membres de la famille. Les 6 autres membres de ma famille ont été forcés d'aller dans un camp. 9 ans de camp pour avoir fait à l'époque des commérages sur la liaison du père de Kim Jong-un qui a visité le mausolée de ses ancêtres ce dimanche. C'est pour cela que cette femme a été emprisonnée avec toute sa famille. J'ai escorté un père et son fils au camp 16, puis sa famille entière, puis ses proches au camp 11. Cela s'appelle exterminer les 3 générations d'une famille. Ces témoignages d'anciens prisonniers ou gardiens de camps nord-coréens ont été recueillis par Amnesty International. Ils témoignent de la folie d'un système qui se transmet de père en fils. Les femmes enceintes sont envoyées dans des camps de travail pour monter de lourdes charges en haut des montagnes et les descendre pour provoquer des fausses couches. Kim Jong-il a gouverné la Corée du Nord pendant 17 ans. Le mausolée de l'ancien dictateur occupe aujourd'hui un ancien palais présidentiel de Pyongyang. Quand mes parents sont morts de faim, je n'avais pas de cercueil. Je les ai enveloppés dans de la paille, je les ai portés sur mon dos et je les ai enterrés moi-même. Et les enfants, j'ai perdu toute ma famille. Des commémorations contre lesquelles des manifestants sud-coréens ont protesté ce dimanche à Séoul, en demandant surtout que cesse la tyrannie nord-coréenne. Voilà, c'est sur ces images que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la RTDS. Bonne suite au programme à tous.